Il régnait en maître absolu depuis sa tour d'ivoire et de verre, un homme intimement persuadé que le monde entier, ainsi que chaque âme qu'il habitait, pouvait être acheté, catalogué et archivé. Julien Delcourt, le PDG milliardaire de Delcourt Industries, ne voyait les gens que comme des actifs ou des passifs, rien de plus, des lignes sur un bilan comptable qui devaient être soit rentabilisées, soit éliminées. Elle, en revanche, était un fantôme drapé dans un tablier noir, une femme naviguant dans un univers qui lui avait tout pris, armée seulement d'une dignité silencieuse qu'il ne pourrait jamais comprendre, une noblesse d'âme invisible aux yeux des prédateurs. Leur monde n'était jamais censé entrer en collision, orbitant dans des galaxies sociales opposées, séparées par des années-lumière de privilèges et de souffrances. Mais par un mardi soir battu par une pluie torrentielle au cœur de Paris, dans un restaurant si exclusif qu'il semblait respirer un air raréfié interdit au commun des mortels, un unique défi méprisant allait déclencher une tempête émotionnelle, prouvant que le véritable pouvoir ne réside pas dans un portefeuille d'actions diversifié, mais dans la monnaie inchangeable de l'esprit humain. Et les mots qui mirent le feu aux poudres furent lancés avec une arrogance glaciale. « Si vous êtes si intelligente, alors traduisez-le. » Le restaurant se nommait l'Étoile d'Or, un nom tout à fait approprié, niché discrètement dans une rue latérale du 8e arrondissement, à 2 pas de l'avenue Montaigne. C'était un sanctuaire pour les 0,01%, un refuge où le silence s'achetait à prix d'or. La lumière y était onctueuse et tamisée, caressant les surfaces en acajou poli et scintillant sur les verres en cristal de baccarat, dont on murmurait qu'ils étaient soufflés à la bouche par des artisans d'art. L'air lui-même semblait différent ici, chargé du parfum capiteux des truffes blanches d'Alba, des millésimes rares de Bordeaux et du poids silencieux mais écrasant de la richesse générationnelle. À la meilleure table, niché dans une alcôve isolée, offrant une vue panoramique sur les lumières de la ville rayée par la pluie, trônait Julien Delcourt. À 42 ans, il possédait ce genre de beauté cruelle et anguleuse qui semblait usiner avec précision pour les couvertures de magazines financiers. Son costume était une pièce sur mesure de chez Sifonelli, d'une nuance de charbon si sombre qu'elle en paraissait noire, et la montre à son poignet, une Patek Philippe Grand Master Chim, valait plus que l'immeuble entier dans lequel vivait sa serveuse en banlieue. Il ne profitait pas de la vue sur les toits parisiens luisants sous l'averse. Ses jointures étaient blanches à force de serrer son téléphone sous la nappe en lin immaculé, sa mâchoire contractée en un nœud de colère. En face de lui, ses 2 lieutenants principaux, Marc Renard et David Chen, picoraient leur coquille Saint-Jacques hors de prix avec la prudence nerveuse d'homme en présence d'un fauve prêt à bondir. « Il gagne du temps », cracha Julien, sa voix un grognement sourd qui tranchait avec le murmure feutré du restaurant. Saito joue à des jeux. Il envoie son fils, un gamin de 25 ans qui a l'air de sortir tout droit d'un défilé de mode à Tokyo, pour négocier une fusion de 50 milliards d'euros. Kenji Saito est connu pour son approche traditionnelle, avança prudemment David, tamponnant ses lèvres avec une serviette en tissu damassé. Il valorise l'honneur, le respect, les anciennes méthodes. Les anciennes méthodes ne vous permettent pas d'obtenir une croissance trimestrielle de 15%, ricana Julien avec un mépris non dissimulé. J'ai bâti Delcourt Industries à partir de rien, n'en ayant toujours 10 coups d'avance, pas en faisant des courbettes et en récitant des poèmes sur les fleurs de cerisier. Cet accord avec Ketocorp est la clé de notre expansion asiatique. Il se fera. Il a juste besoin de comprendre que ma méthode est inévitable. Une jeune femme s'approcha de la table, ses mouvements économiques et silencieux comme ceux d'une ombre. Elle était grande, avec une cascade de cheveux au burn tirés en arrière dans un chignon sévère d'où quelques mèches rebelles s'étaient échappées pour encadrer un visage pâle et intelligent. Ses yeux, d'une nuance saisissante de vert mousse, étaient baissés, son expression professionnellement vide. Son badge indiquait simplement « Hélène ». Elle se déplaçait avec une grâce exercée, remplissant leur verre d'eau minérale sans le moindre tintement. Julien ne reconnut même pas sa présence. Elle faisait partie du mobilier, un composant fonctionnel de la pièce coûteuse qu'il avait louée pour la soirée. Pour lui, elle était invisible, une non-personne. Hélène Vasseur était habituée à être invisible. C'était un manteau qu'elle avait appris à porter au cours des 5 dernières années. Cela l'aidait à survivre au long service, au patron condescendant, aux pieds endoloris et au rappel constant et broyant de la vie qu'elle avait perdue. Alors qu'elle versait l'eau pétillante dans le verre de Julien Delcourt, elle pouvait sentir l'énergie furieuse qui émanait de lui par vagues. Elle l'avait déjà servi. Elle savait qui il était. Le monde entier savait qui était Julien Delcourt, un titan de l'industrie, un innovateur impitoyable, un homme qui dévorait les entreprises entières et ne laissait que des miettes pour les charognards. Elle le savait mieux que la plupart des gens. Elle se retira de la table juste au moment où le téléphone de Julien vibra avec un message crypté. Il y jeta un coup d'œil et un muscle de sa joue tressaillit violemment. « Ils ont envoyé l'addendum final », dit-il, la voix dangereusement basse. C'est de Kenji lui-même, le test final du vieil homme. Marc se pencha en avant, l'inquiétude marquant ses traits. « Notre équipe de traduction est en attente. Mettez-les dessus maintenant,
ordonna Julien. Il transféra le fichier, un scan haute résolution d'un document manuscrit. Il tambourina des doigts sur la nappe blanche immaculée, le bruit sourd et rythmé formant un contrepoint stressant au jazz doux diffusé par les haut-parleurs invisibles. Les minutes s'écoulèrent lentement, comme du sirop froid. Les lieutenants fixaient leurs assiettes, incapables de manger. La nourriture, un chef-d'œuvre d'art culinaire, s'était transformée en cendres dans leur bouche. La tension à la table était si épaisse qu'Hélène pouvait la sentir depuis sa station près du bar de service. Elle observait Julien Delcourt, un homme qui commandait les marchés mondiaux, un homme qui pouvait faire ou défaire des nations avec un seul appel téléphonique, et ne voyait rien d'autre qu'un tyran frustré piégé dans une cage dorée de sa propre fabrication. Un autre message fit vibrer le téléphone. Julien l'arracha de la table, son visage déjà orageux s'assombrissant comme un ciel de traîne. « Incompétents, des imbéciles !» siffla-t-il, poussant le téléphone à travers la table pour que ces hommes puissent voir. Le message de son traducteur en chef était apologétique et paniqué. « Monsieur Delcourt, le document est problématique. Ce n'est pas du japonais des affaires modernes. L'écriture est une forme ancienne de Shō, hautement cursive et stylisée. Il y a des références poétiques et philosophiques que nous ne pouvons pas contextualiser avec précision. Nous pensons qu'il pourrait s'agir d'une citation classique. Nous avons besoin d'un spécialiste, d'un historien linguistique, pas d'un traducteur commercial. Cela pourrait prendre des jours pour déchiffrer correctement. » Des jours. La voix de Julien claqua comme un fouet. « J'ai jusqu'à minuit ce soir pour signer. Saito teste mes ressources, ma portée. Il veut prouver quelque chose. » Il frappa la table de la paume, faisant teinter l'argenterie. Quelques têtes se tournèrent depuis les tables voisines. Scandalisé par ce manque de décorum. Il essaie de me faire passer pour un imbécile, une brute occidentale incultivée qui ne comprend que l'argent. Il se leva, arpentant le petit espace de l'alcôve comme une panthère en cage. 50 milliards d'euros suspendus à un vieux poème poussiéreux écrit par un samouraï il y a 1000 ans. Voilà où nous en sommes. Ce fut à ce moment de pure fureur incontrôlée que ses yeux se posèrent finalement sur Hélène. Elle se tenait à proximité, débarrassant une table voisine, son expression toujours professionnellement neutre, mais ses yeux vers intelligents, étaient fixés sur son téléphone qui gisait encore sur la table, affichant l'écriture élégante et fluide du document japonais. Il vit son regard, et dans sa rage, il l'interpréta comme de la curiosité oisive et indiscrète. Une serveuse, une personne de rien écoutant une conversation qui était à des années-lumière au-dessus de son niveau de salaire. La pression dans sa tête, la frustration, l'humiliation, tout cela avait besoin d'une cible, et elle était parfaite. Il laissa échapper un rire bref, semblable à un aboiement, dégoulinant de mépris. « Vous voyez quelque chose d'intéressant, ma jolie » ricana-t-il, sa voix assez forte pour commander l'attention de tous autour d'eux. Hélène se figea, les mains pleines d'assiettes sales. Elle leva les yeux, croisant son regard froid et gris pour la première fois. « Mes excuses, monsieur. Je débarrassais juste la table. »« Non, non, » dit Julien en s'avançant vers elle, un sourire cruel tordant ses lèvres. Il ramassa son téléphone. Vous regardiez ça, vous demandant probablement de quoi il retournait. Ce ne sont que des gribouillis pour vous, n'est-ce pas? Les soucis des hommes qui font tourner le monde. Il tendit le téléphone, le poussant vers son visage. Les anciens caractères japonais brillaient sur l'écran. C'est ce qui retient un accord de 50 milliards. Ce petit bout de papier. Mon équipe d'experts grassement payés avec des doctorats de HEC et de Polytechnique n'arrive pas à en comprendre le sens. Il se pencha plus près, sa voix tombant dans un murmure conspirateur et moqueur qui porta à travers le restaurant désormais silencieux. Vous avez rempli nos verres toute la soirée en écoutant. Vous avez l'air maligne. Vous avez ce regard de quelqu'un qui pense en savoir plus que les autres, coincé dans un boulot sans avenir. Il fit un geste englobant la pièce opulente. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous voulez essayer? L'humiliation était épaisse et suffocante. Marc et David fixaient leurs genoux, mortifiés. Les autres clients regardaient, un mélange de choc et de curiosité morbide sur leur visage. Julien Delcourt, le PDG milliardaire, harcelait une serveuse. Il vit son menton se lever, une lueur de défi, ou peut-être de colère, dans ses yeux verts. Cela ne fit qu'alimenter son mépris. « Allez » la taquina-t-il, sa voix montant à nouveau. « C'est votre grande chance d'impressionner la galerie. » Il rit, un son grinçant et sans joie. « Si vous êtes si intelligente, alors traduisez-le. » Le monde sembla rétrécir, se condensant dans le petit espace entre le visage ricanant de Julien Delcourt et le calme composé d'Hélène Vasseur. Le bruit ambiant du restaurant, le cliquetis des couverts, la musique douce, le bourdonnement des conversations, tout s'était évaporé,
remplacés par un silence plus bruyant que n'importe quel son. Chaque œil était fixé sur eux, sur le milliardaire brandissant son téléphone comme un sceptre, et la serveuse tenant une pile d'assiettes sales comme un bouclier. Marc Renard voulait que le sol l'engloutisse tout entier. C'était une rupture catastrophique du protocole. C'était le genre de moment laid qui pouvait devenir viral et ternir une réputation à jamais. Il lança un regard désespéré à David, qui secoua simplement la tête, l'expression sombre. Il n'y avait aucun moyen d'arrêter Julien quand il était dans cet état. L'esprit d'Hélène, cependant, était un maelstrom de courants contradictoires. L'humiliation luttait avec une rage froide et latente qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Cet homme, cette icône de la sauvagerie corporative, se tenait devant elle, dégoulinant d'arrogance, totalement inconscient. Il voyait une serveuse, une inférieure sociale, à utiliser comme pierre à aiguiser pour ses frustrations. Il n'avait aucune idée qu'il s'adressait à la fille du professeur Antoine Vasseur. Il n'avait aucune idée que son entreprise, Delcourt Industries, avait été l'architecte de la ruine de sa famille, la main invisible qui avait poussé son brillant père dans une tombe prématurée et l'avait envoyé, elle, dégringoler des couloirs sacrés de l'école normale supérieure vers cette vie de servitude anonyme. Toute la douleur, tout le deuil, toutes les nuits passées à fixer le plafond de son minuscule appartement du 18e arrondissement, se demandant comment la vie pouvait être si cruelle, tout cela se cristallisa en un seul point de clarté tranchant. Pendant 5 ans, elle avait été un fantôme. Pendant 5 ans, elle avait caché son esprit, son éducation, son âme même derrière un sourire poli et vacant et un tablier noir. Mais à ce moment précis, Julien Delcourt n'avait pas seulement insulté une serveuse. Il avait profané une mémoire. L'écriture sur son téléphone, ce magnifique chaud fluide, n'était pas juste des gribouillis. C'était un morceau d'histoire, une œuvre d'art, une langue qu'elle avait passé des centaines d'heures à étudier avec son père, le visage de ce dernier illuminé par la passion alors qu'il expliquait les nuances d'un simple coup de pinceau. Julien souriait toujours, savourant son jeu de pouvoir. Quel est le problème? Le chat a mangé votre langue? Ou peut-être est-ce juste un peu trop haut pour vous? Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas payer la leçon. Lentement, délibérément, Hélène posa les plats sales sur un chariot de service à proximité. Elle essuya ses mains sur son tablier, ses mouvements lents et précis. Elle regarda ensuite directement Julien Delcourt, et pour la première fois, il la vit vraiment. Il vit au-delà de l'uniforme et de l'expression fatiguée et plongea dans ses yeux. Il s'attendait à voir de la peur, des larmes ou de l'embarras. Au lieu de cela, il vit une intelligence aussi tranchante et froide qu'un éclat de glace. « Puis-je » demanda-t-elle, sa voix calme mais claire, tranchant le silence. Elle tendit la main pour le téléphone. L'audace pure de la demande le prit au dépourvu. Il s'était attendu à ce qu'elle s'enfuit. Au lieu de cela, elle relevait son défi. Une lueur de surprise, rapidement remplacée par de l'amusement, traversa son visage. C'était plus divertissant qu'il ne l'avait prévu. « Je vous en prie, » dit-il, plaçant le téléphone dans sa main tendue avec emphase. « La scène est à vous. » Hélène prit le téléphone. Elle ne jeta pas un coup d'œil à l'opulence autour d'elle, ni au visage choqué des autres dîneurs. Elle ne regarda pas les lieutenants suffisants de Julien. Son monde entier se rétrécit à l'écran lumineux. Les caractères étaient magnifiques, presque calligraphiques. C'était, comme ses traducteurs l'avaient deviné, du classique, mais c'était plus que cela. C'était un style spécifique du début de la période Edo, formel mais fluide. Son père l'aurait appelé « l'encre vivante ». Elle reconnut la main d'un érudit, d'un guerrier poète. Ses doigts tracèrent l'air juste au-dessus de l'écran, suivant le chemin des coups de pinceau, ses lèvres bougeant silencieusement. Le silence s'étira. 1 seconde. 10, 30. Le sourire de Julien commença à se figer. Ce n'était pas l'échec immédiat et confus qu'il avait anticipé. La serveuse ne le regardait même pas. Elle était totalement absorbée, sa concentration absolue. C'était déconcertant. « Eh bien » lança-t-il, une pointe d'impatience dans le ton. « Nous n'avons pas toute la nuit. » Hélène leva les yeux du téléphone, ses yeux verts semblant briller d'une lumière intérieure dans la pénombre du restaurant. Elle soutint son regard et le monde retint son souffle. « Ce n'est pas un poème » commença-t-elle, sa voix résonnant avec une autorité tranquille qui stupéfia la salle. « Et cela ne date pas d'il y a 1000 ans. C'est du XVIIe siècle. C'est un passage du Gorin-no-Sho, le livre des 5 roues. » Les sourcils de Julien se levèrent. Il reconnut le nom. C'était un texte célèbre sur la stratégie, écrit par le légendaire samouraï invaincu Miyamoto Musashi. C'était une lecture obligatoire pour les cadres d'entreprise dans les années 80 et 90. N'importe qui pourrait deviner ça, railla-t-il, essayant de retrouver sa superbe. C'est la plus vieille astuce du manuel des affaires japonais.
Mais ce n'est pas la partie célèbre, continua Hélène, sa voix stable, ignorant son interruption. Il ne s'agit pas de stratégie au sens conventionnel. Monsieur Saito n'a pas choisi un passage sur l'écrasement de l'ennemi ou les tactiques de champ de bataille. Il a choisi quelque chose de bien plus personnel. Elle prit une douce inspiration, puis elle commença à traduire. Sa voix n'était pas le monotone plat d'une machine, mais le ton nuancé et cadencé d'un véritable orateur, quelqu'un qui comprenait non seulement les mots, mais l'âme derrière eux. Il est écrit « Percevez ce qui ne peut être vu avec l'œil ». Il continue. Le véritable guerrier comprend que le chemin vers la victoire ne passe pas par la force de l'épée seule, mais par l'antinesse, le vide. Dans l'immobilité, on trouve le rythme de toute chose. En comprenant l'esprit de votre adversaire, vous comprenez le monde. Ne regardez pas avec vos yeux, regardez avec votre cœur. Ne pensez pas avec votre esprit, ressentez avec votre âme. Elle marqua une pause, laissant les mots anciens flotter dans l'air moderne et luxueux. Julien resta figé, le sourire complètement effacé de son visage, remplacé par un regard d'incrédulité stupéfaite. Ses lieutenants étaient pâles. Hélène baissa le téléphone et le regarda directement. Cela se termine par une question directe, Monsieur Delcourt. Une note personnelle de Monsieur Saito, écrite dans la même main classique. Elle dit « Delcourt, vous avez construit une grande montagne d'acier et de verre, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour écouter la rivière qui coule en dessous? Dites-moi ce que vous entendez, et nous aurons notre réponse. » La salle était totalement, profondément silencieuse. Elle n'avait pas juste traduit les mots, elle avait livré le message. Elle avait débloqué le sens, la nuance, le défi que toute son équipe d'experts avait manqué. Ce n'était pas une négociation commerciale. C'était un test philosophique. Kenji Saito ne demandait pas une meilleure offre. Il demandait à voir l'âme de Julien Delcourt. Hélène reposa doucement le téléphone sur la table. « Votre eau » dit-elle, sa voix revenant à son ton professionnel neutre comme si elle venait de réciter la soupe du jour. « Je vais la remplir. » Et avec cela, elle se tourna pour récupérer la carafe d'eau, laissant Julien Delcourt debout au milieu du restaurant, complètement et totalement foudroyé. Le PDG milliardaire, le maître de l'univers, venait d'être publiquement, profondément et gracieusement mis en échec et mat par une serveuse, et il n'avait absolument aucune idée de quoi faire ensuite. L'onde de choc que cette traduction envoya à travers l'alcôve était silencieuse, mais sismique. Julien restait planté comme enraciné au sol, les rouages de son cerveau hyperanalytique s'arrêtant net. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient dans son esprit, non seulement la traduction, mais la question de Monsieur Saito. « Dites-moi ce que vous entendez. » Pour la première fois de sa vie professionnelle, il était confronté à un problème qui ne pouvait être résolu par l'argent, l'influence ou la force brute. C'était une question de caractère, et une serveuse venait de la formuler pour lui avec plus de clarté que tout son conseil d'administration n'aurait jamais pu le faire. Marc et David échangèrent des regards écarquillés de pur étonnement. Ils venaient d'être témoins d'une licorne, un moment si improbable qu'il frisait le surréel. L'air crépitait de questions non dites. Qui était cette femme? De son côté, Hélène se déplaçait avec le calme détaché de quelqu'un qui venait d'accomplir une tâche difficile mais nécessaire. Elle récupéra la carafe refroidie de San Pellegrino et retourna à la table. Alors qu'elle versait, sa main était parfaitement stable. Le pétillement doux de l'eau était le seul son dans leur petit univers. Elle évitait le regard de Julien, se concentrant sur le bord de chaque verre, son masque professionnel fermement remis en place. Pour tout observateur occasionnel, elle avait déjà oublié l'incident, passé à la table suivante, à la tâche suivante. Mais Julien ne pouvait pas passer à autre chose. Son ego, une forteresse massive et soigneusement construite, venait d'être brèche non par un PDG rival ou un krach boursier, mais par la confiance tranquille d'une employée de service qu'il avait tenté d'humilier. Il la regardait vraiment alors qu'elle finissait de verser, la ligne de sa mâchoire, l'intelligence dans ses yeux qu'elle essayait maintenant de dissimuler, l'économie de ses mouvements. Il y avait une histoire là, un passé qui était totalement en contradiction avec sa station actuelle. Qui êtes-vous? Réussit-il finalement à demander, sa voix rauque, dépouillée de son timbre de commandement habituel. Hélène posa la carafe et croisa enfin son regard. Il n'y avait aucun triomphe dans son expression. Pas de « je vous l'avais bien dit ». Il n'y avait qu'une lassitude profonde, comme si ce bref étalage de son vrai moi lui avait coûté cher. « Je suis votre serveuse, monsieur », dit-elle simplement. Y aura-t-il autre chose? Le renvoi poli et professionnel était plus stupéfiant que n'importe quelle vantardise aurait pu l'être. Elle lui rendait le pouvoir, mais ils savaient tous les deux que la dynamique avait irrévocablement changé. Avant que Julien ne puisse répondre, une silhouette élégante vêtue de noir se matérialisa à son coude. C'était le directeur du restaurant, M. Dubois,
Un homme dont l'expression permanente était celle d'une discrétion douloureuse. « Y a-t-il un problème ici, monsieur Delcourt » demanda-t-il, sa voix un murmure soyeux, bien que ses yeux dardaient nerveusement vers Hélène. L'agitation n'était pas passée inaperçue. Julien sentit une bouffée de colère rapidement suivie par une étrange nouvelle vague de honte. Il avait causé cette scène. Il s'était comporté comme un tyran grossier. « Non, monsieur Dubois, » dit-il, la voix serrée. « Il n'y a pas de problème. En fait, votre employé ici présente vient de rendre un service inestimable. » Dubois regarda de Julien à Hélène, sa confusion palpable. « Hélène, elle a versé votre eau ? » ?»« Monsieur, elle a fait bien plus que cela, » dit Julien, l'esprit en ébullition. Il avait besoin de contrôler cette situation. Il avait besoin de réponses. « Donnez-moi un moment. » Il fit signe à Dubois de partir, un renvoi. Le directeur n'était que trop heureux d'obéir. Julien se tourna vers Hélène. La brute arrogante avait disparu, remplacée par un homme d'affaires calculateur. « Nommez votre prix, » dit-il, sa voix basse et urgente. « Une commission d'apporteurs d'affaires, des honoraires de consultation, appelez ça comme vous voulez. Vous venez de sauver un accord de plusieurs milliards de l'effondrement. 10 000 euros, 20 000, virement immédiat. Ce sera sur votre compte avant que vous ne pointiez votre sortie. » Il s'attendait à de la gratitude, de la surprise, peut-être une négociation. Il lui offrait ce qui était probablement 1 an de salaire ou plus pour quelques minutes de travail. C'était ainsi que son monde fonctionnait. Chaque service avait un prix. Chaque personne avait un chiffre. Hélène regarda l'homme qui avait, avec une cruauté désinvolte, détruit la sécurité financière de sa famille, ruiné la réputation de son père et indirectement causé sa mort. Et maintenant, il lui offrait de la monnaie, un pourboire pour une compétence que son père avait amoureusement nourrie en elle. L'ironie était si amère qu'elle ressemblait à de l'acide dans sa gorge. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Delcourt, » dit-elle, sa voix calme mais lassée d'acier. Julien était abasourdi. « Quoi ? Ne soyez pas stupide. Tout le monde veut de l'argent. Qu'est-ce que c'est alors ? Un emploi ? Je vous embauche. Vous pouvez travailler pour ma division de traduction. Je triplerai ce qu'il gagne. Je vous donnerai un bureau d'angle. » Il essayait de la remettre dans une boîte. Il pouvait comprendre la subalterne ambitieuse, le diamant brut qu'il pouvait polir et posséder. « Non merci, » dit-elle, sa finalité comme une porte qui se ferme. « Je ne suis pas à vendre et mes compétences ne sont pas à louer, surtout pas à vous. » Les 4 derniers mots furent livrés avec une pointe subtile mais indubitable de glace. C'était personnel. Ce n'était pas juste de la fierté professionnelle. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose de viscéral. Avant qu'il ne puisse le traiter, elle fit un léger signe de tête formelle. « Si vous voulez bien m'excuser, monsieur, la table a besoin de son addition. » Et elle s'éloigna, le laissant debout là, au milieu des décombres de ses hypothèses. Elle disparut dans le chaos chorégraphié du restaurant, redevenant juste une autre silhouette anonyme en uniforme noir. Julien retomba dans sa chaise, réduit au silence par le choc. Marc et David le regardaient, ne sachant que dire. Le pouvoir avait complètement quitté sa posture. Il semblait plus petit. « David, » dit-il enfin, sa voix à peine un murmure. La réponse pour Saito. Il passa une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les ébouriffant pour la première fois de la soirée. « La rivière. Il a demandé ce que j'entends dans la rivière sous la montagne d'acier et de verre. » David s'éclaircit la gorge. « C'est une métaphore, Julien. Pour la tradition, la culture, l'esprit de l'entreprise sous la structure corporative. » « Non. » Julien l'interrompit, ses yeux fixés sur l'endroit où Hélène s'était tenue. « C'est plus que ça. » Il pensa à son entreprise, Delcourt Industries, un monolithe de croissance agressive, d'acquisition et d'élan incessant vers l'avant. Il l'avait bâtie pour être une forteresse, impénétrable et insensible. Quelle était la rivière en dessous? Il pensa aux OPA hostiles, aux licenciements, aux petites entreprises familiales avalées tout rond, aux vies perturbées, aux dommages collatéraux. Il regarda le document sur son téléphone, l'écriture élégante qu'une serveuse avait mieux comprise que toute son entreprise. Puis il la regarda à travers la salle, présentant une addition à un couplerieur. Son visage à nouveau un masque placide et illisible. Il avait sa réponse pour M. Saito. Il tapa rapidement une réponse, ses pouces volant sur l'écran. C'était court, honnête et complètement hors de caractère. Saito sent. J'ai passé ma vie à construire la montagne, croyant que c'était la seule chose qui comptait. Je n'ai jamais appris à écouter la rivière jusqu'à ce soir. Tout ce que j'entends est le silence là où il devrait y avoir une voix.
J'étais sourd. Je demande la chance d'apprendre à écouter. Rencontrons-nous demain. Juste vous et moi. Pas d'équipe, pas d'avocat. Il appuya sur envoyer. Presque immédiatement, son téléphone sonna. Une réponse du numéro personnel de Kenji Saito. C'était un seul mot, demain. L'accord était remis sur les rails. Une vague de soulagement le submergea, mais elle fut immédiatement remplacée par une curiosité rongeante et obsessionnelle. Il avait résolu un puzzle, seulement pour être confronté à un autre beaucoup plus profond. Il fit signe à Marc. « Je veux savoir qui elle est », dit-il, sa voix une commande basse et intense. Son nom est Hélène. Trouvez tout. Où elle est allée à l'école, où elle a grandi, qui est sa famille. Je veux une vérification complète de ses antécédents sur mon bureau demain matin. Utilisez le cabinet Kroll. Je me fiche de ce que ça coûte. Julien Delcourt avait bâti son empire sur l'information et l'influence. Il avait peut-être été déjoué ce soir, mais la partie n'était pas finie. Il aurait ses réponses. Il comprendrait la serveuse qui traduisait le japonais du XVIIe siècle et refusait une fortune. Il résoudrait l'énigme d'Hélène Vasseur. Et en faisant cela, il n'avait aucune idée qu'il était sur le point de découvrir une vérité qui ferait voler son monde en éclats bien plus complètement que n'importe quel accord commercial ne pourrait jamais le faire. Le trajet de retour vers son Pentouse dans la Rolls-Royce Ghost fut inhabituellement silencieux. Normalement, Julien serait au téléphone à aboyer des ordres, l'esprit déjà sur les batailles du lendemain. Ce soir, il fixait simplement les rues de Paris luisantes de pluie, les néons se fondant en traînées impressionnistes à travers la vitre teintée. La ville, sa ville, une jungle de béton qu'il s'était targué de conquérir, semblait soudain étrangère. Les mots de Miyamoto Musashi, prononcés par une serveuse nommée Hélène, jouaient en boucle dans sa tête. Percevez ce qui ne peut être vu avec l'œil. Pendant toute sa vie d'adulte, ses yeux n'avaient vu que des bilans, des tendances de marché et des êtres humains catégorisés comme actifs ou obstacles. Il n'avait jamais envisagé une seule fois de regarder avec son cœur ou de ressentir avec son âme. Les concepts mêmes étaient absurdes, le genre de non-sens sentimental pour lequel il payait des thérapeutes une fortune pour les rejeter. Pourtant, c'étaient les mots qui avaient débloqué un accord de 50 milliards. Et la femme qui les avait prononcés, elle avait refusé son argent. Elle avait refusé son offre d'emploi. Dans son monde, c'était incompréhensible. Cela défiait les lois fondamentales de la motivation humaine telles qu'il les comprenait. Les gens étaient motivés par l'avidité et l'ambition. Il suffisait de trouver le bon levier et d'appliquer la bonne quantité de pression. Mais Hélène n'avait aucun levier. Elle l'avait regardé, lui et son immense richesse et pouvoir, et n'avait montré aucune peur, aucune avarice et aucun désir pour quoi que ce soit qu'il pût offrir. Seulement un dédain froid et tranquille qu'il trouvait plus troublant que toute hostilité ouverte. Surtout pas à vous. C'était la ligne qui accrochait dans sa mémoire. Ce n'était pas un refus général. C'était un rejet personnel spécifique. Pourquoi? L'avait-il déjà rencontré? L'une de ses entreprises l'avait-elle licencié? C'était impossible. Il ne s'impliquait pas dans les licenciements de bas niveau. Il déplaçait des montagnes. Il ne comptait pas les cailloux déplacés dans le processus. Il arriva à son Pentouse, une merveille triplex de verre et d'acier donnant sur le Champ de Mars et la Tour Eiffel. C'était moins un foyer qu'un monument à son propre succès, minimaliste et froid, curaté par un designer pour être impressionnant, pas confortable. Il passa devant des œuvres d'art moderne inestimables sans les voir, l'esprit encore à l'étoile d'or. Il se servit un verre de cognac Louis XIII, le liquide ambré formant un contraste frappant avec le décor monochrome. Il ne le goûta pas. Il resta juste debout près des baies vitrées du sol au plafond, regardant l'orage faire rage sur la ville, sa propre tempête interne tout aussi féroce. Il était un homme qui résolvait des problèmes. C'était le cœur même de son identité. Et Hélène était le problème le plus fascinant qu'il ait jamais rencontré. Les heures s'écoulèrent. Il ne dormit pas. Il arpentait le vaste espace vide, le silence du Pentouse amplifiant le bruit dans sa tête. Il rejouait la scène au restaurant encore et encore. L'arrogance initiale, la raillerie publique, la façon dont elle avait accepté le défi, le regard dans ses yeux alors qu'elle traduisait le texte ancien. Il ressentit une bouffée de honte brûlante si aiguë qu'elle en était physiquement douloureuse. Lui, Julien Delcourt, avait été le méchant dans cette histoire, une brute mesquine et cruelle. La réalisation était aussi malvenue qu'indéniable. Juste avant l'aube, alors que la première lumière grise commençait à diluer l'obscurité de la ville, son email crypté sonna. C'était du cabinet Kroll, l'agence d'investigation privée légendaire pour sa discrétion et son efficacité terrifiante. La ligne d'objet était simple, Ré, Hélène Vasseur. Le cœur de Julien martela contre ses côtes. Il s'assit à son bureau massif en obsidienne et ouvrit le fichier. C'était un dossier complet,
une vie distillée en pointe et en données. La première page contenait des informations biographiques de base. Nom, Hélène Marie Vasseur. Date de naissance, 12 mars 1996. Adresse actuelle, 18 rue des Abbesses, 75 018 Paris. Emploi actuel, serveuse, l'Étoile d'Or, 2020, présent. Emploi précédent, barista, le Café des Arts, 2019 à 2020. Employé de librairie, la page finale, 2018 à 2019. C'était exactement ce à quoi il s'attendait, une série d'emplois de service à bas salaire, une vie vécue aux marges de la ville qu'il possédait. Il ressentit une lueur de vindicte. Vous voyez, elle n'était personne. Son refus de son argent était juste une fierté stupide et mal placée. Mais ensuite, il cliqua sur la page suivante. Éducation. Et le monde bascula sur son axe. Éducation, École normale supérieure, ENS, Paris, 2014 à 2018. Diplôme, master en études asiatiques et linguistique historique, mention très bien avec les félicitations du jury. Spécialisation, philosophie zen et calligraphie de l'époque Edo. Mémoire, l'influence de la vacuité sur l'écriture cursive du XVIIe siècle japonais. Bourse, bourse d'excellence académique. Lycée Louis-le-Grand, classe préparatoire, 2012 à 2014. Julien fixait l'écran, son esprit luttant pour concilier l'image de la serveuse silencieuse avec le prodige académique détaillé dans le rapport. L'ENS, le sommet de l'intellect français, un mémoire primé sur le sujet exact dont elle avait si facilement démontré la connaissance. Ce n'était pas un passe-temps. C'était une intellectuelle de classe mondiale, une brillante érudite qui avait, pour une raison quelconque, fini par lui servir du champagne. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un avec ce parcours, ce potentiel stupéfiant, jetterait-il tout cela pour travailler dans l'industrie des services ? Cela n'avait aucun sens. C'était un gâchis si profond que c'en était presque offensant. Il fit défiler plus bas, passant les prix académiques et les compétences linguistiques. Japonais, classique et moderne, mandarin, grec ancien, latin. Il cherchait la rupture, l'événement qui avait fait dérailler cette trajectoire brillante. Il le trouva sous la section intitulée « Famille ». Famille, père, Dr Antoine Vasseur, décédé en 2018. Mère, Éléonore Vasseur, décédée en 2010. Il s'arrêta au nom du père. Dr Antoine Vasseur. Le nom semblait vaguement familier, mais il ne pouvait pas le placer. Il cliqua sur l'hyperlien attaché au nom. Un nouveau fichier s'ouvrit, une biographie du père d'Hélène. Nom, Dr Antoine Jacques Vasseur. Profession, professeur d'études et asiatiques, Université Paris-Sorbonne, 1995 à 2018. Auteur renommé de 3 ouvrages séminaux sur l'histoire et la philosophie japonaise. Le sang de Julien se glaça. Un professeur à la Sorbonne. Les pièces commençaient à se connecter, formant une image qu'il ne voulait pas voir. Le rapport continuait. Il détaillait la carrière du professeur Vasseur, ses récompenses, sa réputation d'éducateur bien aimé et brillant. Et puis on arrivait à la dernière année de sa vie, 2018. La même année où Hélène avait obtenu son diplôme. Le rapport était clinique, détaché. En 2017, le professeur Vasseur, avec 2 autres partenaires, devint l'objet d'une offre d'achat hostile pour une petite maison d'édition académique indépendante qu'il copossédait, Édition Vérité. La maison était spécialisée dans la préservation et la publication de textes historiques obscurs mais académiquement significatifs. Le souffle de Julien se coupa. Il savait ce qui allait arriver. Il pouvait le sentir dans ses os, une terreur rampante qui commençait dans son estomac et se propageait dans ses veines comme de la glace. L'OPA fut initiée et exécutée par la division des acquisitions de Delcourt Industries. Les mots semblaient sauter de l'écran. Delcourt Industries, son entreprise. L'acquisition fut notée dans les cercles financiers pour sa stratégie juridique agressive. Utilisant une série de rachats par effet de levier de la dette de l'éditeur et exploitant une faille dans leur accord de partenariat, Delcourt Industries força une vente à une fraction de la valeur de l'entreprise. Les partenaires, y compris le professeur Vasseur, se retrouvèrent avec des dettes personnelles importantes et furent légalement interdits de travailler dans l'édition académique pour une période de 5 ans en raison d'une clause de non-concurrence agressivement appliquée par l'équipe juridique de Delcourt. Il se souvenait de l'accord maintenant. Vaguement. C'était une acquisition mineure, une erreur d'arrondi sur le rapport trimestriel, avalée dans le cadre d'une stratégie de consolidation médiatique plus large. Il n'avait même pas regardé les détails. Il avait juste vu la marge bénéficiaire projetée et signée, faisant confiance à son directeur des acquisitions, un requin impitoyable nommé Marcus Blackwood, pour gérer les détails désordonnés. Le rapport se concluait par un dernier paragraphe dévastateur.
Des sources indiquent que la ruine financière et la perte de l'œuvre de sa vie ont eu un lourd tribut sur la santé du docteur Vasseur. Il a subi un événement coronarien majeur en octobre 2018 et est décédé à l'âge de 62 ans. Son certificat de décès indique la cause du décès comme arrêt cardiaque, mais des amis proches ont cité le stress de l'OPA comme le facteur contributif principal. Sa fille, Hélène Vasseur, venait de terminer ses études. Sans autre famille et accablée par les dettes médicales et juridiques restantes de son père, elle a abandonné ses projets de doctorat et est entrée sur le marché du travail. Julien Delcourt recula sa chaise du bureau comme si elle était électrifiée. Il sentit l'air quitter ses poumons. Le puzzle était résolu. Il n'avait pas seulement insulté une serveuse. Il n'avait pas seulement moqué une brillante érudite. Il s'était tenu devant la fille orpheline d'un homme que sa propre entreprise avait détruit, un homme dont il avait écrasé l'œuvre de toute une vie pour un profit négligeable, et il s'était moqué d'elle parce qu'elle était serveuse. Il avait agité son argent devant son visage, ce même argent qui était taché par la ruine de sa famille. Surtout pas à vous. Les mots prenaient maintenant un sens parfaitement écœurant. Son rejet n'était pas de la fierté. C'était un jugement. Le soleil se levait sur Paris, projetant de longues ombres qui s'étiraient dans sa maison stérile et vide. Mais pour Julien Delcourt, le monde venait de devenir complètement, terrifiantement sombre. L'aube qui se levait sur la Seine était grise et impitoyable, reflétant le paysage de l'âme de Julien. Il n'avait pas bougé de son bureau. Le rapport de l'enquêteur brillait sur l'écran, un acte d'accusation plus froid et plus accablant que n'importe quel document juridique. Chaque mot était un clou dans le cercueil de sa perception de soi. OPA hostile, stratégie juridique agressive, ruine financière, perte de l'œuvre de sa vie. C'étaient les euphémismes corporatifs aseptisés pour la destruction de la vie d'un homme. Un homme nommé Antoine Vasseur, un professeur respecté, un père aimé, un homme dont Julien ne pouvait même pas imaginer le visage parce qu'il n'avait jamais pris la peine de regarder. Il avait été une ligne sur un tableur, un obstacle à éliminer, et Julien avait signé l'ordre sans une seconde pensée. Il sentit une vague de nausée. Lui, qui se targuait de contrôle, de connaître chaque variable, avait opéré dans un état d'ignorance profonde et volontaire. Il avait construit sa montagne d'acier et de verre, comme l'avait dit M. Saito, mais il n'avait jamais considéré les fondations. Elle était construite sur les vies brisées, les rêves détruits, les noms oubliés. Hélène Vasseur n'était plus un puzzle. Elle était un fantôme, un testament vivant du coût humain de son ambition. Sa dignité tranquille au restaurant n'était pas la soumission d'une travailleuse de service. C'était la force profonde d'une survivante. Son refus de son argent n'était pas un acte de fierté insensé. C'était une réclamation de son honneur, un défi que sa richesse ne pouvait toucher. Il était l'architecte de sa ruine, et la nuit dernière, il avait dansé sur les décombres, ivre de sa propre arrogance. La honte était une chose physique, un poids écrasant sur sa poitrine qui rendait la respiration difficile. Sa réunion avec Kenji Saito était dans 3 heures. La fusion de 50 milliards qui avait été le centre de son univers hier semblait maintenant triviale, presque obscène. Comment pouvait-il s'asseoir en face d'un homme qui valorisait l'esprit et l'honneur et prétendre être son égal? Il était une fraude, un barbare dans un costume sur mesure. Son téléphone sonna, le faisant sursauter. L'identifiant de l'appelant indiquait Marcus Blackwood, le chef de sa division des acquisitions, l'homme qui avait mené l'OPA sur Édition Vérité. L'homme dont la stratégie agressive avait conduit à cela. Une rage froide et chirurgicale commença à remplacer la honte de Julien. Il avait besoin de comprendre. Il avait besoin de tout savoir. Il répondit, sa voix plate et dénuée d'émotion. Marcus. Julien, bonjour. La voix de Blackwood était obséquieusement joyeuse. Je voulais juste te féliciter. J'ai entendu dire que tu avais sauvé l'affaire Saito in extremis. Légendaire. Nous avons tous eu des sueurs froides hier soir. Je veux le dossier vérité, dit Julien, le coupant. Il y eut un moment de silence confus à l'autre bout de la ligne. Le dossier vérité? Monsieur, Édition Vérité? C'était il y a des années. Une affaire minuscule. Pourquoi? Ne me demande pas pourquoi, claqua Julien, sa voix dangereusement basse. Je veux chaque email, chaque note, chaque dossier juridique associé à cette OPA. Je veux l'histoire complète, non censurée de l'affaire, sur mon bureau dans l'heure. Est-ce clair? Bien. Bien sûr, Julien. Tout de suite. Est-ce que tout va bien? Non, dit Julien en raccrochant. Pendant qu'il attendait, il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il utilisa son ordinateur pour autre chose que le travail. Il tapa « Antoine Vasseur » dans la barre de recherche. Les résultats inondèrent l'écran, des articles sur ses livres, des interviews dans des panels académiques,
une photo souriante de lui avec une Hélène beaucoup plus jeune, tous deux rayonnant sur les marches de la Sorbonne. Elle avait l'air si différente, plus jeune, insouciante, ses yeux brillants d'un avenir qui ne lui avait pas encore été volé. Il y avait des hommages d'anciens étudiants, de collègues, tous parlant de sa gentillesse, de sa passion pour la connaissance, de son intégrité. Il trouva une tribune en ligne que le docteur Vasseur avait écrite pour un petit journal pendant la bataille de l'OPA. Ce n'était pas une diatribe. C'était un plaidoyer raisonné et déchirant. Édition Vérité n'a jamais été une question de profit. Avait-il écrit? C'était une promesse. Une promesse aux auteurs disparus que leur travail ne tomberait pas en poussière. Une promesse aux étudiants du futur que l'étendue de la pensée humaine leur serait accessible. Les tactiques utilisées contre nous par Delcourt Industries ne sont pas simplement des affaires. Elles sont une agression contre cette promesse. Ils traitent notre petite presse comme un gisement minéral à exploiter à ciel ouvert, valorisé uniquement pour ses actifs, aveugle à son but. Ils réduisent l'histoire au silence au nom de la valeur actionnariale. Julien lut les mots, et pour la première fois, il comprit vraiment ce qu'il avait fait. Il n'avait pas juste acquis une entreprise. Il avait éteint une lumière. Un email arriva de Marcus Blackwood. En pièce jointe se trouvait un dossier IP intitulé « Vérité-Batacover-Bas confidential ». Julien l'ouvrit. Tout était là, une trace papier numérique de destruction calculée. Il vit l'évaluation initiale valorisant Vérité pour sa propriété intellectuelle et son petit mais précieux immeuble de bureau dans le quartier latin. Il vit la note stratégique de Marcus Blackwood décrivant le plan pour appliquer une pression juridique et financière maximale pour forcer une capitulation des partenaires académiques qui étaient probablement financièrement inexpérimentés et averses au risque. Il vit les emails de l'avocat des partenaires plaidant pour une négociation plus raisonnable. Il vit les réponses de Blackwood, sèches et méprisantes, remplies de menaces juridiques et de demandes croissantes. Il vit les termes finaux brutaux de la clause de non-concurrence spécifiquement conçue pour être si large qu'ils mettraient effectivement fin à leur carrière. Et puis il vit l'email qui glaça son sang. C'était de Blackwood à son équipe juridique envoyé une semaine avant que la vente finale ne soit forcée. Tenez bon sur la non-concurrence. Vasseur est l'épine dorsale intellectuelle de cette chose, mais il est aussi le maillon faible émotionnel. Nos infos disent que sa femme est décédée il y a quelques années et que sa fille est tout son monde, étudiant à l'étranger. Il finance ses études. Pressez ses finances personnelles assez fort, et il se pliera pour la protéger. Assurez-vous qu'il comprenne que combattre cela mènera à la faillite personnelle. L'homme ne risquera pas l'avenir de sa fille. Ils avaient ciblé son amour pour Hélène. Ils avaient transformé son dévouement paternel en arme, l'utilisant comme levier pour le briser. C'était un niveau de cruauté personnelle calculé qui allait au-delà des affaires agressives. C'était monstrueux. Et au bas de cette note stratégique, celle qui décrivait ce plan prédateur entier, se trouvait une petite marque de validation numérique et de mots. Approuvé. JD. Ses propres initiales. Il l'avait approuvé. Il n'avait pas lu les détails, bien sûr. Il avait eu 100 notes de ce genre traversant son bureau cette semaine-là. Il avait fait confiance à son équipe, mais son nom était dessus. Son autorité était le moteur de leur cruauté. Il était responsable. Le monde méticuleusement ordonné de Julien Delcourt s'effondra en poussière. Le récit qu'il s'était construit, l'homme autodidacte, le visionnaire dur mais juste, était un mensonge. Il était un méchant. Pas un de dessin animé, mais un vrai. Le genre de méchant banal du quotidien qui détruit des vies par négligence et signe des arrêts de mort pendant sa pause déjeuner. Il pensa à sa réunion avec M. Saito. Le vieil homme lui avait demandé d'écouter la rivière sous la montagne. Maintenant, enfin, Julien pouvait l'entendre. Ce n'était pas silencieux. C'était un torrent de chagrin et de perte, et sa voix était la voix d'Antoine Vasseur. Son cœur était le cœur de la fille qu'il avait laissée derrière lui. Il prit son téléphone et appela son assistante. « Annulez ma réunion avec M. Saito », dit-il, la voix un murmure rauque. « Dites-lui que j'ai une dette d'honneur à payer avant d'être apte à le rencontrer. » Il savait ce qu'il avait à faire. Ce n'était pas quelque chose que l'argent pouvait réparer. Ce n'était pas quelque chose qu'une excuse pouvait raccommoder. Mais cela devait commencer quelque part. Cela devait commencer par lui faisant face au fantôme qu'il avait créé. Il devait aller voir Hélène Vasseur, pas en tant que PDG milliardaire, mais en tant qu'homme qui avait ruiné sa vie, et il devait le faire sans autre agenda que de faire face à la vérité. Il trouva son adresse dans le dossier, un appartement au 2e étage à Montmartre, un monde loin de son Pentouze. Il se leva, laissant le verre de scotch à moitié bu sur son bureau. Il enleva sa veste de costume à 1000 €, et pour la première fois, il sentit son poids suffocant. Il allait marcher dans le monde réel, dépouillé de son pouvoir et de sa prétention,
et affronter la femme qui avait tenu un miroir et l'avait forcé à voir le monstre à l'intérieur. Il la trouva sur le seuil de son modeste immeuble d'avant-guerre, un monde loin du sien. La bruine avait recommencé, et quand elle le vit attendre, elle se figea, un sac de course serré dans ses mains. Le masque professionnel qu'elle portait au restaurant avait disparu, remplacé par le choc brut d'un fantôme voyant son propre meurtrier. « Que faites-vous ici » chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Hélène » commença-t-il, sa propre voix incertaine. « Je sais qui était votre père. Antoine Vasseur. » Entendre son nom sur les lèvres de Julien était une violation. Tout le chagrin et la rage qu'elle avait supprimés pendant 5 ans éclatèrent. « Vous osez » siffla-t-elle, des larmes de fureur brouillant sa vision. « Vous osez venir chez moi et prononcer son nom ? Vous et vos hyènes corporatives ne l'avez pas seulement mis en faillite. Vous avez pris son âme. » La lumière s'est éteinte dans ses yeux à cause d'une note que vous n'avez même pas pris la peine de lire. Ces mots étaient des poignards, et Julien les laissa trouver leur marque. Il n'offrit aucune défense, aucune excuse. « Tout ce que vous dites est vrai, » dit-il, sa voix dépouillée de tout pouvoir, à vif avec une honte qu'il ne pouvait cacher. « Je ne suis pas venu ici pour demander pardon. Je n'en ai pas le droit. Je suis venu pour confesser, pour me tenir devant vous, et enfin faire face aux conséquences de mes actions. » Sa reddition complète, l'absence totale de l'arrogance qu'elle attendait, brisa sa rage, ne laissant qu'une douleur profonde et lancinante. Elle ne vit pas un titan corporatif, mais un homme totalement brisé par la vérité. Le face-à-face dans le hall silencieux s'étira. Finalement, elle regarda vers la porte de son appartement. « Le café est terrible, » dit-elle, la voix plate d'épuisement. « Mais il est chaud. » Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une absolution. Mais c'était un seuil. Et Julien Delcourt suivit Hélène Vasseur dans les escaliers pour enfin écouter l'histoire de la vie qu'il avait détruite. Julien Delcourt retourna à sa tour de verre, l'air stérile de son succès semblant maintenant suffocant. Il convoqua Marcus Blackwood, l'architecte de l'OPA de vérité. Sans un mot, Julien fit glisser l'email accablant sur son bureau d'obsidienne, celui détaillant la stratégie d'utiliser l'avenir d'Hélène comme une arme contre son père. Blackwood pâlit. « Julien, c'était juste des affaires agressives. Tu m'as récompensé pour être un requin. C'est la culture que tu as bâtie. »« Tu as raison, » dit Julien, sa voix dangereusement calme. « J'ai créé une culture qui célébrait les prédateurs. J'ai récompensé la cruauté et appelé ça de l'efficacité. » Il se leva, la décision absolue et froide comme l'acier. « Cette culture s'arrête aujourd'hui. Ton emploi est terminé avec effet immédiat. » Le licenciement n'était pas un acte de vengeance, mais de chirurgie. C'était la première étape pour couper le cancer de sa propre création. Rejetant les excuses vides, Julien commença sa véritable pénitence. Il mit ses équipes sur une nouvelle tâche radicale, établir la fondation Antoine Vasseur. Il utiliserait son immense fortune non pour acquérir mais pour restaurer, créant un fonds perpétuel pour soutenir les humanités même que son entreprise avait autrefois jugées sans valeur. Ce soir-là, il appela Kenji Saito. « J'ai trouvé l'héritage d'un homme dans la rivière », confessa Julien, sa voix dépouillée de toute arrogance. « Je dois déplacer ma montagne. » Un rire chaleureux et respectueux traversa la ligne. « Un homme qui honore une dette d'honneur est un homme avec qui je souhaite faire des affaires, » répondit Saito. « Rencontrons-nous demain. » L'accord fut sauvé non par la puissance, mais par la force profonde que Julien avait enfin trouvée dans l'humilité. L'histoire de Julien et Hélène n'est pas seulement celle d'un milliardaire et d'une serveuse. C'est un rappel puissant que derrière chaque gros titre, chaque cours de bourse et chaque décision d'entreprise, il y a des vies humaines. Elle nous montre que la véritable sagesse réside souvent dans les coins les plus calmes et qu'il n'est jamais trop tard pour écouter la rivière sous la montagne. C'est un témoignage du fait que l'expiation ne concerne pas les excuses. Elle concerne l'action. Si cette histoire de connexion inattendue, de jugement profond et de poursuite de la rédemption vous a ému, aidez-nous à la partager. Cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui l'apprécierait. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui défient le cœur et l'esprit. Faites-nous savoir dans les commentaires à quoi ressemble le son de la rivière sous votre montagne. Nous serions ravis d'entendre vos pensées.